Bonjour. C'est bon, vous êtes là, vous êtes arrivés, vous êtes bien installés. Merci d'être là. Je vais parler de product management et comment adapter sa vitesse à son contexte. Je m'appelle William Bartlett. Si ça ne s'entend pas à ma voix avec mon nom, vous savez que je ne suis pas français. Effectivement, je suis anglo-américain. Je suis venu ici en France il y a plus de 20 ans. J'ai commencé à faire du dev à 10 ans. C'est mon père qui est ingénieur aussi qui m'a mis à ça. Et je suis tombé dedans petit, comme on dit ici. J'ai découvert aussi l'agilité assez tôt. Pareil, grâce à mon père. Je suis devenu de fil en aiguille consultant en ceci, cela, agilité, DevOps, craftsmanship. Récemment aussi, je fais pas mal d'accompagnement autour d'Accelerate. J'ai aidé quelques collègues à co-développer un jeu sérieux autour d'Accelerate et le rapport State of DevOps. Et puis récemment aussi, j'intègre de plus en plus de choses venant de la théorie de la complexité. Donc pour aider à mieux gérer ces environnements complexes qu'on a, notamment avec les humains. Si vous ne savez pas, l'humain, c'est pas comme les machines. C'est souvent beaucoup plus complexe. Dans notre milieu, on a parfois des débats un petit peu qui sont peut-être moins utiles que d'autres. Des débats qu'on peut qualifier de manichéens. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce débat-là. Ça continue encore et encore. Entre commande et contrôle, le cycle en V, et puis qui est vu comme l'ennemi, et puis l'agilité qui est vue comme le sauveur. Dans ces débats, il y a un truc qui est noir, il y a un truc qui est blanc, il n'y a pas de demi-mesure. Autre débat qu'on peut avoir à l'intérieur de l'agilité. Alors, ces dernières années, on l'entend un petit peu moins, mais quand même, des fois, on ressort un petit peu ce débat entre Scrum et Kanban. Et puis, il y en a qui disent « Ouais, moi, je fais du Scrum-Ban ». Et puis, les deux camps ils le regardent en disant « Qu'est-ce que c'est que cette atrocité ?» Est-ce que c'est vraiment aussi tranché que ça? Et puis après, ce débat entre « Il faut toujours estimer les choses ». Bah oui, parce que les managers, ils ont besoin de suivi, et puis les personnes qui payent pour voir, ils ont besoin de dates d'atterrissage. C'est normal, vous allez acheter quelque chose à un magasin, vous l'avez tout de suite, vous demandez à quelqu'un d'intervenir sur votre maison, vous allez demander un devis, il va y avoir des délais, une estimation. Vous commandez quelque chose sur Amazon, on vous dit, voilà, ça va être livré sous 5 jours. On peut même choisir le créneau horaire où ça va être livré. Et puis de l'autre côté, nous avons le no estimate, ça ne sert à rien d'estimer, il ne faut jamais estimer quoi que ce soit. Je ne sais pas si vous avez eu ce débat-là aussi. On a une vision, on a un mandat, on a un objectif, sinon on est perdu. Sinon tout le monde n'est pas aligné, c'est la foire, et donc on ne peut pas avancer correctement. Et puis, il y a un débat aussi entre il faut être aligné, sinon c'est le chaos. C'est un peu un débat similaire. Est-ce que tous ces débats sont aussi réalistes que ça? Est-ce que c'est vraiment utile? Dans un livre qui s'appelle, en anglais, qui s'appelle Thinking Fast and Slow, la traduction française, c'est Système 1, Système 2, les deux vitesses de la pensée. Ça a été écrit par Daniel Kahneman en 2011. On voit un résultat sur la pensée humaine qui a été reproduit par Daniel Kahneman et ses collègues. Finalement, s'il avait juste fait toc-toc sur la porte à côté, dans le même couloir, il aurait vu ses collègues neuroscientifiques qui connaissaient déjà ce résultat bien avant lui. Bon, c'est pas grave, au moins on est rassuré qu'il a trouvé la même chose. Il a vu qu'on peut identifier deux façons de traiter l'information, deux façons de prendre des décisions chez un être humain. Il y a une manière qu'on appelle autonomique ou automatique, dans le jargon. C'est une pensée qui est très rapide, qui est très économe, peu énergivore, mais qui est truffée de ce qu'on pourrait appeler des biais cognitifs. Alors moi, aujourd'hui, je vais tempérer un petit peu ça. Il y a différents experts qui disent, en fait, il n'y a pas de biais cognitifs, parce qu'en fait, on en a besoin pour la survie de ces comportements-là, de ces prises de décision rapides. Ce sont plutôt ce qu'on appellerait des heuristiques, c'est-à-dire des stratégies qui ne sont pas optimaux
optimales pour toutes les situations, mais qui nous servent très bien, notamment quand on a un danger qui nous arrive. S'il y a un lion qui nous arrive dessus, on est bien content d'avoir ce traitement autonomique et d'avoir ces heuristiques de survie de en fait, je pars courir, je ne réfléchis pas. De l'autre côté, on a une deuxième façon de traiter l'information, c'est ce qu'on pourrait appeler le système adaptatif. C'est très lent, ça prend du temps, c'est très énergivore, ça demande beaucoup de ressources et ça s'épuise. Si vous utilisez le système adaptatif à longueur de la journée, en fait déjà vous n'êtes pas capable et vous serez complètement minable. Par contre, c'est là où il y a le raisonnement qui est beaucoup plus rationnel. Alors pas complètement, il y a quand même des erreurs des fois, mais c'est là où on va avoir beaucoup moins de biais cognitifs, enfin ce qu'on identifie comme biais cognitifs. Est-ce qu'il y a une stratégie qui est meilleure qu'une autre? On pourrait se dire, il faudrait que tout le monde soit rationnel, ce serait mieux. Oui, mais quand il y a une urgence, c'est pas le moment de se mettre autour de la table et se demander rationnellement, alors, on est dans quelle situation? Quelles sont les options qui s'offrent à nous? ROI, SWOT, etc. Et au bout de je ne sais pas combien d'heures de réunion, vous décidez finalement de sortir, d'évacuer le bâtiment parce qu'il y a le feu. Et en fait, en ce temps-là, le feu, en fait, il a cramé tout le bâtiment. Vous n'avez plus d'issue de secours. On pourrait se dire, en fait, c'est mieux d'aller vite, c'est mieux d'être très économe. Mais c'est là où, effectivement, on a ces heuristiques qui ne sont pas toujours optimales dans toutes les situations. En fait, il n'y a pas de débat à avoir entre ces deux façons de penser. Les deux sont utiles. Les deux sont nécessaires à la survie humaine. Tout l'enjeu, ça va être de conjuguer les deux au bon moment. Si on a le temps de réfléchir, si on a le temps de se poser et qu'on ne le prend pas, c'est dommage. Et puis, si on n'a pas le temps et qu'on pousse, on pousse, à un moment, il va y avoir le désastre. Et donc, tout l'enjeu, et c'est pas facile, c'est pour ça que vous allez voir, je fais appel à différentes techniques. Ça ne va pas être une procédure à mettre en place avec un beau diagramme dans lequel il faut juste suivre de façon bête et méchante. C'est justement quelque chose de complexe. Il va falloir utiliser pas mal d'intelligence collective. Mais il faut enlever tous ces débats, c'est noir ou blanc, et il faut reconnaître l'utilité de pas mal de choses, mais dans un contexte bien précis. Est-ce qu'il y a une approche qui gouverne tous? Est-ce qu'il n'y a qu'une seule approche pour votre produit, pour votre équipe, pour votre plateforme DevOps, pour votre cluster Kubernetes? Non. Donc, j'aimerais qu'on se pose 3 questions dans cette présentation. Comment est-ce que je fais sens du contexte en particulier de mon produit, mais ça pourrait s'appliquer à différentes choses. Deuxième question, comment je peux adapter, une fois que je connais un petit peu mon contexte, comment est-ce que je peux adapter mon approche au contexte? Et puis enfin, là, je vais commencer par une vue très restreinte au niveau d'une équipe, au niveau d'un produit. Comment est-ce que je fais pour passer à l'échelle tout ça à une entreprise qui serait peut-être qui irait au-delà de juste une petite start-up? Et comment est-ce que je fais pour cultiver de la résilience sur le long terme? C'est pas juste de se poser des questions pour juste le court terme maintenant, c'est aussi comment est-ce que je fais pour inscrire mon produit dans la longévité. Donc pour commencer, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire pour déterminer déjà c'est quoi les différents contextes qu'on peut rencontrer dans la vie d'un produit et comment est-ce qu'on peut avoir des... Je dirais, il n'y a pas des règles fermes, hein. Il n'y en a pas des règles fermes pour déterminer absolument on est dans tel contexte, mais quels sont, comme je disais, les heuristiques, quels sont les petits signes on peut se dire je sens qu'on est plutôt dans cette phase-là. Et quelles sont les discussions qu'on peut avoir à plusieurs justement autour de ces questions pour faire sens ensemble, collectivement, du contexte de mon produit. Alors, moi je m'appuie sur différents ouvrages qui construisent en fait les uns sur les autres. Tout d'abord en 62, nous avons Everett Rogers qui a exhibé un cycle de vie, on va dire standard, d'une innovation. Donc ça va au-delà juste d'un produit commercialisé, c'est aussi les innovations comme les idées, les courants de pensée, les innovations technologiques,
Donc aujourd'hui, on a pu parler de différentes de ces choses-là. Avec le keynote d'ouverture, on a parlé de Web3, de blockchain, et tous ces trucs-là, du DevOps bien sûr encore. C'est le DevOps d'idées. Eh bien, on peut voir que ces innovations généralement passent par ces 4 phases. D'abord, on a des primo-adoptants. Ça va représenter une petite part du marché, mais c'est ce qui permet de déclencher un petit peu le mouvement. Ensuite, ça prend de l'envergure, on passe à une majorité précoce. Il y a tout d'un coup un basculement vers la majorité tardive, et ensuite, il y a la garde qui vient derrière. Et ces 4 différentes phases, ça correspond à 4 différents types de clients, en fait, d'adoptants de l'innovation. Et on voit grosso modo la part de marché que ça représente. Les primo-adoptants, ça va être assez peu, mais c'est il faut passer par là. Il faut avoir des personnes qui sont friands de votre techno au début, pour que ça commence à faire du bruit. Là où il y a la majorité, enfin, c'est dans les majorités précoces et la majorité tardive où vous avez le plus de parts de marché. Mais on va voir, il y a différentes stratégies pour aller les accrocher. En construisant sur ça, Geoffrey Moore, il a sorti un livre en 91 qui s'appelle Crossing the Chasm, Traverser le gouffre, où lui, en fait, il donne un peu plus de corps à ces différentes phases, et notamment aux typologies des clients qui sont en face. Alors, l'idée, c'est pas de mettre des gens dans des cases. Il y a des cases, mais il faut se dire qu'on ne peut pas juste dire bah, toi, t'es ce truc-là, hein, mais tout le temps, pour tous les produits. Et toi, t'es plus comme ça, et toi, t'es plus comme ça. Les gens, généralement, ils vont se positionner eux-mêmes dans une autre catégorie, selon le type de produit. Et on ne peut pas toujours prédire à l'avance telle personne aura telle posture par rapport à un produit donné. Pour donner un exemple, moi je suis très friand de trucs technologiques, et pourtant, moi je m'inscris très bien dans la garde par rapport à un produit particulier, c'est WhatsApp. La garde, c'est les gens qui adoptent un produit à reculons. Ils le font, mais juste parce qu'il faut le faire, pas parce qu'ils ont envie de le faire. Et moi, WhatsApp, quand c'est sorti, je ne comprenais pas. Ma famille me disait, je ne sais pas si vous avez tous des petits groupes WhatsApp dans votre entourage. Il y a un moment où ma famille, ils ont dit « Allez, on se crée un groupe WhatsApp ». Moi, je n'avais pas encore WhatsApp, je n'avais pas envie de m'inscrire là-dessus. Et je leur ai créé un groupe sur, vous vous rappelez, Gtalk et MSN. Et puis, ils ne l'ont pas utilisé. Donc, 3 mois plus tard, je m'étais inscrit à WhatsApp. Et aujourd'hui, on parle beaucoup moins des trucs comme MSN, IM, ICQ, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon. En fait, WhatsApp est passé par différentes phases. D'abord, il y a eu des primo-adoptants. Et ce que Geoffrey Moore il accentue, c'est qu'en fait, les primo-adoptants, ils sont motivés par le comment. Comment est-ce que c'est réalisé? Qu'est-ce qu'il y a sous le capot du produit? Ils s'en foutent de savoir si ça marche. D'ailleurs, ils préfèrent que ça ne marche pas, en fait. Parce que ça leur permettrait en fait, de démonter le système, de touiller un petit peu, de vous le représenter, monter et corriger. Et ils sont fiers d'avoir participé en fait, à la correction de ce truc-là. C'est les personnes qui sont les plus, qui vont donner le plus d'éloges à votre produit, alors qu'il ne fonctionne même pas. Ensuite arrive la majorité précoce, qui est motivée plutôt par le pourquoi. Eux, ils s'en foutent royalement de ce qui est sous le capot. Eux, ils veulent savoir, mais ça peut me servir à quoi? Quel problème que j'ai peut être résolu par votre solution? Après, une fois qu'on arrive à accrocher cette majorité précoce, on arrive sur la majorité tardive, on espère, où là, en fait, c'est des gens qui sont motivés ni par le comment, ni par le pourquoi. Ils sont juste motivés par les autres. Ah oui, Microsoft, ils font ça, McKinsey, il le suggère, il propose de faire ça. OK, moi j'adopte. Je m'en fous de savoir ce que c'est, je dois le faire. Et puis enfin, nous avons la garde que j'ai déjà expliqué avec mon cas. C'est des gens qui adoptent, mais à reculons. En plus de ces différentes postures de clients, d'adoptants, Geoffrey Moore, il a identifié qu'il y a un espèce de gouffre entre les deux premières populations. Entre les primo-adoptants et la majorité précoce, ce que vous arrivez à voir qu'il y en a qui sont intéressés par l'intérieur, et les autres qui sont intéressés, les suivants, par l'extérieur.
Et là, en termes de marketing, c'est un 180 degrés complet. Il y en a un, les premiers, il faut afficher justement quelles sont les performances, quelles sont les technologies qu'on a engrangées à l'intérieur. Les autres, ils n'en ont rien à péter. Et ce qu'il identifie, c'est qu'il y a plein de produits en fait, qui sont tombés dans le gouffre. Ils n'ont pas réussi à émerger après, derrière. Non, je vais dire un autre truc, un dernier truc là-dessus, c'est la temporalité. Ici, on voit un axe du temps, mais en fait, les échelles, les proportions ne sont pas toujours les mêmes. Selon les époques, selon les industries, selon les produits. Il y a des choses, si on pense à IBM, par exemple, leur domination sur les serveurs, et sur le matériel informatique dans les années 60, 70, ça avait même commencé en 50 jusqu'à 80, 90, quoi. C'est quand même assez long. Aujourd'hui, si on regarde Facebook ou Twitter peut-être, voilà, ils ont eu des cycles beaucoup plus courts. Est-ce que c'est fini? On ne sait pas encore, mais voilà. Il y a certaines choses, Docker, si on regarde Docker, encore plus court en termes de courbe d'adoption. Selon l'industrie, on ne peut pas nécessairement savoir à l'avance quelle va être la temporalité du produit. Et un dernier truc, c'est que la partie primo-adoptant, ça peut être une partie qui peut être très très longue en fait. Vous pouvez développer en fait le nouveau produit alors que vous êtes encore salarié d'une boîte qui ne fait pas du tout ça. Et vous êtes juste en train de rôder, de questionner, de tester des petits trucs. Ça peut durer des années. Vous voyez combien de temps il a fallu pour David Cameron, non, c'est Avatar. Le film Avatar, pour sortir, ça a mis vachement de temps avant que la technologie en fait vienne à son idée. Et ben voilà, votre idée peut incuber pendant très très longtemps, il n'y a pas de problème. Alors, par-dessus ça, Dave Snowden, en 2020, il a ajouté autre chose, il a ajouté une autre couche à ça. C'est une réflexion autour du fait qu'en fait, il n'y a pas qu'une seule courbe d'adoption en jeu. En fait, les courbes d'adoption de différents produits ont des interférences les unes avec les autres. Donc, quand il y a ce fameux gouffre entre la majorité précoce et la majorité... entre les primo-adoptants et la majorité précoce, en fait, c'est aussi parce qu'il y a le concurrent, enfin le produit phare du moment, qui est encore en haut de sa vague. Et donc, en fait, ça fait que c'est plus difficile en fait, d'accrocher le marché parce que le produit qui est déjà en vogue, il est encore là, il prend encore de la place. Et une des idées fortes de ça, de ces interactions entre les courbes d'adoption, c'est qu'en fait, parfois, vous pouvez avoir le meilleur truc du monde. De point de vue technologique, c'est beaucoup mieux que les autres. Et ben, ça va échouer sur le marché parce que le marché n'est pas prêt, en fait. Il faut attendre quelques années. On peut penser à des produits comme le Zune de Microsoft et puis les tentatives qui ont ressemblé à l'iPad avant que l'iPad fasse succès. C'est des choses qui étaient technologiquement aussi performants, voire plus, mais ils sont arrivés dans le haut de la vague du produit qui était concurrent. Le marché n'était pas prêt. Et donc, Dave Snowden, il identifiait aussi d'autres points intéressants à regarder. Donc, en fait, sur notre courbe, on va avoir les primo-adoptants. Sur le point 1, on va avoir une petite augmentation d'adoption. Ensuite, il va y avoir le gouffre au point 2. Après, si on arrive à passer le gouffre parce que en fait, le produit qui est en phare commence à tomber, commence à y avoir de frustration par rapport à ça, eh bien, on peut avoir une montée en hype sur la partie 3. Inévitablement, il y a un moment où il va y avoir le pic. Et là va commencer la fin de vie. Et ça se prépare. Parce qu'ensuite, il y a différents choix, on va voir après, à faire pour que... parce que notre courbe verte, en fait, ça va commencer à devenir la courbe rouge, qui va descendre. Et on aura le choix final, soit de passer aux oubliettes, soit de quand même remonter la pente et devenir durable. Si on pense à des sociétés comme IBM ou des solutions comme Oracle, on identifie très bien qu'ils sont en fin de vie sur la partie base de données et puis matériel serveur. Mais on en parle encore un petit peu parce que ils ont réussi quand même à faire le tournant vers le durable.
Donc IBM qui s'est tourné vers le service, et Oracle aussi qui se tourne, qui essaie de se chercher. On va voir ce que ça va donner dans les années à venir. Donc les exemples de ces courbes qui s'interfèrent, nous avons IBM qui a pris le dessus sur le marché du matériel informatique. Ils n'ont pas compris qu'ils étaient en fin de vie à un moment et qu'en fait, c'était plus le matériel qui était intéressant, c'était plutôt le software, le logiciel. Donc c'est Microsoft qui a pris ça, qui a pris la vague suivante. Après Microsoft, ils n'ont pas compris qu'ils étaient en fin de vie sur la partie logicielle, qu'en fait, c'était le service et l'appareil, en fait. Avoir un appareil qui est élégant, qui donne envie, et qui en plus qui est packagé avec quelque chose, un software qui est fonctionnel. Et puis, je ne sais pas si vous connaissez bien le Kodak Moment. Le moment Kodak, c'est la boîte qui a fait la R&D pour les premières photos, les appareils photo numériques. C'est eux qui ont fabriqué, qui ont conçu la première cellule qui sont mis dans les appareils photo numériques. Ils n'ont pas réussi à les commercialiser. La première fois qu'ils ont commercialisé quelque chose qu'ils ont construit, c'était sous la marque Apple. Et ensuite, ils n'ont pas su faire le virage pour transformer leur business model d'un truc qui était basé sur des consommables vers l'appareil numérique où il n'y a pas de consommables dedans. Donc tout ça pour donner un peu, voilà, il y a 4 contextes et puis il y a quelques signes que le marché peut nous donner pour savoir dans quel contexte on est. Maintenant, quelle est l'approche qui serait adaptée à ces différents contextes? Eh bien, si on va dans l'ordre, d'abord, il faut essayer d'initier une innovation. Et là, mauvaise nouvelle, ce n'est pas le Scrum ni le MVP de Lean Startup qui vont vous aider. C'est la mauvaise idée. Alors quand je vais donner une liste, hein, ne soyez pas trop dépités. Je ne suis pas en train de dire que c'est jamais bon. Je suis en train de dire que c'est pas bon dans ce contexte. Donc évitons ces débats manichéens. Hein. Ça, ces choses-là, ils vont être intéressants plus tard. Le Lean Startup, voilà, ça, c'est pas adapté au début pour initialiser une innovation. Le design thinking non plus, c'est trop restrictif, c'est trop canalisé, c'est trop linéaire. Les design sprints, c'est pareil. Trouver une vision et s'y attacher, ça c'est très très mauvais. Est-ce qu'il y en a qui ont suivi l'affaire Theranos? Ok. Elle avait une vision. Elizabeth Holmes, très jeune créatrice de start-up américaine, sa vision, c'était que les prises de sang soient moins douloureuses. Et ça, c'est très très louable. Hein. Ça touche un public très large. Elle a motivé plein de gens autour de ça. Manque de bol, c'était pas faisable technologiquement. Et elle s'est acharnée sur cette vision-là. Et le problème, quand on a une vision, on va voir, c'est qu'en fait, il y a plus de chances qu'on s'y attache trop et qu'on n'arrive pas à s'en détacher quand on voit que ça ne marche pas. Le Start with Why, c'est le même problème. Pour moi, c'est pas au début qu'on essaie de trouver son pourquoi. Déjà, on ne peut pas le savoir. Et si on le trouve, on restera trop attaché à ça. Donc, il y a différentes choses qui sont écrites aussi dans le livre de The Innovator's Dilemma de Clayton Christensen en 1997. Donc lui, il étaye un peu tout ça dans plus de détails. En gros, le problème de toutes ces méthodologies-là, c'est qu'en fait, ils n'arrivent pas à résoudre le problème de l'innovation de disruption. On n'arrive pas vraiment à sortir une nouvelle idée, quelque chose qui va vraiment se démarquer du reste. Et aussi, on n'arrive pas à résoudre le problème de l'innovateur, qui est de est-ce que ça va marcher? Est-ce que le marché va le prendre? Est-ce que c'est le bon moment? Ce qui est important à ce stade, en fait, quand on veut lancer une initiation, il y a plein de choses qu'on peut faire, mais en gros, je voulais résumer par 2-3 principes. Le premier principe, c'est le deuxième principe de Palczynski, c'est que quand vous faites quelque chose de nouveau, faites-le à une échelle à laquelle l'échec est surmontable. Vous allez probablement échouer. Ne misez pas tout votre argent sur une seule idée. Vous ne savez pas laquelle va gagner, il vaut mieux diversifier. Mais il faut quand même jouer. L'échec, elle va être là. L'échec va être là, mais il faut que l'échec soit surmontable. Deuxième principe, rien n'est plus dangereux qu'une idée quand il n'y en a qu'une. Donc ça, cette citation, elle fait référence à Hitler, qui n'avait qu'une seule idée. Et donc, moi, j'attribue ça aussi à ce fameux cas de Theranos, de Elizabeth Holmes. Elle n'avait qu'une seule idée, sa vision était louable. Le problème, c'est qu'elle n'avait qu'une seule chose à faire, elle voulait faire qu'une seule chose. Et ça l'a aveuglée, en fait,
à la fois au fait qu'il fallait arrêter de surinvestir dans cet échec et qu'il y avait d'autres opportunités qui étaient beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus faisables à côté. C'est bien de se focaliser, mais pas à ce moment-là. Quand on se focalise, ça nous met des œillères, alors qu'au contraire, quand il faut lancer une innovation, il vaut mieux les enlever, toutes les œillères. Et il faut même essayer de s'appuyer sur la diversité de pensée et d'expérience. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le Think big, start small, learn fast? OK? C'est une très mauvaise mantra à ce moment-là. Moi, je vais vous proposer de remplacer ça par ceci. Démarrez ici. Regardez autour, explorez et diversifiez. Démarrez là où vous êtes. C'est pas think big, parce que pareil, Theranos, ils ont think big, ils ont pensé grand, et ils n'y sont pas arrivés. Il y en a plein dont on ne parle pas, qui ont pensé grand et qui ont échoué parce que, justement, ils n'avaient qu'une idée en tête, c'était une idée fixe. Donc, commencez là où vous êtes, avec ce que vous avez. Regardez autour. Regardez ce que vous avez sous la main déjà prêt. Des choses qui ne demandent pas beaucoup d'investissement. Des compétences aussi que vous avez sous la main. Et explorez différentes possibilités et diversifiez. Mettez des jetons un peu partout. Misez pas gros, parce que vous ne savez pas lequel va... Et puis coupez les investissements quand vous voyez qu'il y a un truc qui émerge plus que les autres. C'est le moment de trouver la personne qui voit le gorille. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit le gorille? Oui. Alors, statistiquement, il y a 17% qui voient le gorille. En fait, en réalité, c'est 17 radiologues. Donc, c'est une référence à une expérience qui a été reproduite maintes et maintes fois, souvent sur des radiologues. Je ne sais pas ce que les neuroscientifiques avaient contre les radiologues, mais bref, ça a été reproduit par différents trucs. Certains ont peut-être vu une petite vidéo où il y a des gens des joueurs de basket qui se font des passes. Il y a des joueurs en blanc, il y a des joueurs en noir. On demande de compter les passes entre les joueurs en noir. Et en fait, en plein milieu de la vidéo, il y a quelqu'un avec un costume de gorille qui arrive très doucement, qui fait comme ça, puis qui repart. Et pareil, il y a plein de gens qui tombent dans le panneau qui ne voient pas le gorille, alors qu'il était très très présent. Les yeux l'ont vu, le cerveau ne l'a pas enregistré. Donc l'expérience avec les radiologues, c'est qu'on a donné une série de radios et on leur a fait trouver des anomalies. C'est ce qu'ils font, ils sont surentraînés, ils sont payés pour ça. Et sur la dernière planche, il y a une image d'un gorille cachée, entre guillemets. C'est une image qui est... Alors l'image, elle est plus nette en vrai. Mais le gorille, là, il fait 48 fois la taille des nodules de cancer que les neurologues que les radiologues sont censés pouvoir repérer. Et avec certaines expériences, on a utilisé l'oculiométrie pour regarder les yeux, le mouvement des yeux, et on a enregistré que la plupart des radiologues, leurs yeux passaient sur le gorille. C'est-à-dire que leurs yeux ont vu le gorille. Mais eux, ils ne l'ont pas vu. Plus inquiétant encore, après l'expérience, donc il n'y a que 17% qui ont repéré le gorille, et en discutant entre eux, les radiologues, les 17% qui l'avaient vu, ils commencent à douter de leur expérience. Alors on peut imaginer la conversation. « Ah ouais, t'as vu sur la dernière planche ce truc-là, un gorille ?»« Ah non, t'as pas vu. Hey, qu'est-ce que t'as bu, toi, avant de faire l'expérience ?»« Ah, toi, t'as pas vu. Toi, t'as pas vu. » On peut vite voir que sur 6 personnes, 17%, c'est qu'une personne. Hein. Et donc, confronté à la masse, on va dire, à l'opinion du plus grand nombre, on voit que cette idée, quelqu'un qui a vu quelque chose qui était important, qui sortait de l'ordinaire, eh bien, ça a été effacé. Quand on est sur l'innovation, c'est justement ces idées-là qu'on veut. On veut les trucs qui sortent de l'ordinaire. Alors, pas toutes. Hein. Il y a des choses qui sortent de l'ordinaire qu'il ne faudra pas... Mais d'abord, il faut quand même les collecter. Il ne faut pas qu'ils s'estompent sous l'opinion publique, du grand public, quoi, quand on veut lancer une innovation. Donc, quelques trucs à faire. C'est une liste non exhaustive. Ce n'est pas un plan, ce n'est pas une feuille de route, ce n'est pas une formule magique. C'est de faire des explorations parallèles. C'est d'explorer plein de choses en parallèle pour voir qui a vu le gorille, qui va fonctionner. Et là, je vous renvoie, je vous donne plein de références, vous pourrez aller creuser ça après. Donc la notion de Safe to Fail Probes qui a été proposée par Dave Snowden, et moi j'ai traduit son Canva. En fait, c'est un Canva où vous avez juste les cases à remplir avec l'idée. Et puis après, toutes les idées qui sont cohérentes, il y a un petit test quand même, un petit filtre. Est-ce qu'on a le budget? Est-ce que ça tient la route quand même un petit peu? Tous les trucs qui tiennent la route, en fait, on les explore en parallèle, on met des petits jetons dessus et on voit ce qui marche.
Vous pouvez faire du prétotypage. Alors, le prétotypage se différencie un petit peu du prototypage. Le prototypage, souvent, on fait vraiment quelque chose quelque chose qui fonctionne réellement. Le prétotype, en fait, il ne fonctionne pas. C'est une sorte de truc factice. Donc, par exemple, il y a eu des expériences comme ça où, avant d'ouvrir un magasin, quelqu'un s'est demandé mais à quelle coin de rue, il faudrait mieux que j'ouvre mon magasin. Et ben, il y a quelqu'un qui a juste mis des affichettes sur des locaux à louer. Avec son produit, regardez promotion, mon produit machin à moins 20%. Et ils ont fait différents jours à différentes heures de la journée, différentes expériences à différents lieux, et ils ont noté combien de personnes ouvraient la porte. Il n'y avait pas de produit derrière. Derrière, en fait, il donnait un petit bon, un chèque cadeau. Il expliquait sa démarche et il disait si j'arrive à ouvrir mon magasin, venez, je vous dirai, je prends vos coordonnées et puis je vous offrirai un produit. Merci d'avoir participé à l'exercice. Ça, c'est un prototype, il n'y a pas de produit en fait. Tesla, qu'est-ce qu'ils ont fait avant même de produire des voitures? Ils ont fait une liste d'attente. Payez-moi 1 000 € pour être sur une liste d'attente pour potentiellement pouvoir avoir la première voiture que je n'ai pas encore construite. Ça, c'est un prototype. Et puis, je crois que c'est Saranza. Il n'avait pas encore développé son marché de chaussures, d'achat de chaussures en ligne. En fait, il est allé dans des magasins de chaussures et il a pris des photos. Il a fait une site vitrine. Et dès qu'il y a eu des commandes, il est allé voir acheter la chaussure au magasin qu'il avait repéré. Et puis, il lui a envoyé par la poste. Alors, bien sûr, dans les premiers trucs, il n'a pas eu de marge. Hein. Enfin, il a perdu de l'argent, mais au moins ça lui a permis de jauger le terrain, de savoir est-ce que ça va marcher, est-ce que ça vaut la peine que j'investisse quelque chose, que j'aille jusqu'au prototypage en fait justement. Donc ça, pour avoir plus d'infos, vous avez Build the Right It d'Alberto Savoyer, un ancien de Google, qui a écrit son livre en 2019. Vous pouvez avoir des conversations, donc ça, vous pouvez discuter, essayer de jauger un petit peu le public en utilisant des conversations. Alors, Rob Fitzpatrick, dans son livre The Mom Test, lui, il suggère de faire attention de ne pas parler de son idée. Il faut que ces conversations se fassent d'une certaine manière pour éviter les biais cognitifs qu'il peut y avoir dans la conversation. Si vous dites « Ouais, j'ai une super idée, qu'est-ce que tu en penses ?» Souvent, la personne va être gentille, va vous dire « Ouais, ça a l'air génial, ouais. Et tu me donnerais combien si je le faisais? 5 €? Ouais, 5 €. Bon, j'ai piscine là. Et puis, tu le construis, puis tu reviens le voir, et il te dit, non, je vais pas l'acheter. Et tu lui demandes, mais tu m'as dit l'autre semaine, tu allais me donner 5 €, je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? En fait, ce qui s'est passé, c'est que la personne a voulu être gentille et n'a pas voulu descendre votre idée alors qu'elle était nulle. Donc, lui, il part du principe, il essaie de construire The Mom Test, c'est le test qui passe sa maman qui est bienveillante, qui veut qu'il réussisse dans la vie et qui ne veut pas lui dire des choses comme genre son idée ne va pas réussir. Si lui, il arrive à soutirer des informations du marché de sa maman qui est bienveillante, alors on peut soutirer des informations intéressantes de n'importe qui. Et ça commence par ne pas parler de son idée, mais de poser des questions sur le vécu des gens. Est-ce que vous avez tel problème? Comment est-ce que vous faites face à ce problème? Quelles sont les solutions? Est-ce que finalement c'est aussi pénible que ça? Ah, finalement non? Bon, je ne vais pas essayer de trouver une solution pour ce problème, finalement il n'est pas assez intéressant. Des derniers trucs que je vais parler, donc l'exaptation, c'est pas l'adaptation, ce n'est pas je prends un truc et je le modifie, c'est je prends quelque chose et je le réutilise pour un autre usage pour lequel il n'a pas été prévu. Par exemple, IBM, pour avoir leur majorité sur le marché du matériel informatique au tout début, en fait, ils ont réutilisé la technologie qu'ils avaient déjà, la technologie des cartes perforées qui permettait de programmer des machines à coudre. Ils avaient déjà la technologie sur la main, ils ont juste mis sur une autre machine, et là, ça leur a fait leur ordinateur. Souvent, l'exaptation, ça marche avec le matériel, avec les technologies, ça marche aussi avec les compétences. Essayez de temps en temps, si vous êtes un peu dans une impasse, essayez de voir les compétences que vous avez déjà, comment est-ce que vous pouvez les réutiliser sans modification d'une autre manière. Puis enfin, l'effectuation. L'effectuation, c'est une série de principes qui sont très intéressants pour justement les startups qui essaient de chercher leur innovation, qui essaient de tester les choses sur le terrain. Et là, je vous renvoie aux travaux de Sarasvati. Et il y a aussi différents francophones qui ont écrit des livres sur ces sujets. J'avance. Maintenant que vous avez votre innovation, il va falloir faire quelques petits réglages. Maintenant, vous avez
accrocher la majorité, enfin non, les primo-adoptants. Maintenant, il faut aller chercher la majorité précoce. Donc là, c'est là où le Scrum et le MVP sont intéressants, ou le Extreme Programming, ou le Shape-Up, ou plein d'autres méthodes agiles, en fait, sont très bien applicables ici. Après, vous avez du succès, c'est super. Là, il faut commencer à parler un peu différent. Il ne faut surtout pas qu'il y ait une rupture de votre produit. Il ne faut pas être victime de son succès. Il faut être prêt à justement passer à l'échelle. Il ne faut pas que votre service tombe en panne parce que tout d'un coup, c'est le vendredi noir et qu'il y a plein de gens qui achètent votre produit, mais qui ne peuvent pas parce que votre site tombe. Un exemple, c'est la Nintendo Wii. Quand elle est sortie, il y a eu des grosses ruptures de stock. Bah, ça fait qu'ils ont perdu des parts de marché qu'ils auraient pu avoir s'ils avaient mieux taillé ou mieux fait jouer sur la production pour pouvoir s'adapter à la demande en continu. C'est le moment de commencer à mettre en avant les retours d'expérience. Parce que, en fait, vous allez commencer à enclencher sur la majorité tardive. La majorité tardive, elle s'en fout de savoir comment c'est fait, ni pourquoi on fait ça. Et eux, ils s'intéressent à savoir qui l'utilise. Enfin, une fois que votre produit c'est un succès phénoménal, c'est le moment de rentrer d'augmenter les marges, d'optimiser. Vous n'avez plus trop d'idées d'innovation, vous n'allez plus trop disrupter le marché à ce moment-là. Vous allez plus tailler un petit peu, ajouter des petites fonctionnalités par-ci par-là. Mais il faut surtout que vous ajoutiez les bonnes, celles qui font gagner de la marge, celles qui font gagner des parts de marché. Et donc c'est là où le Lean et le Kanban, de manière générale, sont applicables. Et puis en fin de vie, parce que la fin de vie, ça arrive. Hein. Ça arrive à tous les produits, une fin de vie. Et il faut être préparé. C'est là où le Six Sigma est hyper pertinent pour vraiment commencer à grappiller des neufs sur votre disponibilité et gagner encore un tout petit peu sur vos marges. C'est là où le cycle en V est pertinent. Et oui, ce n'est pas un gros mot, même dans le logiciel. C'est là où il faut surveiller, même avant ça, il faut surveiller les signaux faibles, parce qu'il faut commencer déjà à initier la vague suivante. Vous savez que votre vague elle va terminer. Il y a un moment où il y a le haut de la vague. Ça va arriver. Hein. Donc il faut se préparer déjà à l'avance. Et il ne faut pas faire comme Kodak, qui n'ont pas réussi à sauter sur la vague suivante. Donc pour résumer, différentes phases, différentes approches. Quand vous voulez initier l'innovation, vous avez des choses, c'est ni l'agilité ni le cycle en V qui sont applicables. C'est des techniques qu'on appellerait pré-Scrum. Sur la partie affinage, là, toutes les méthodes agiles sont hyper pertinentes. Sur la partie optimisation, affinage, c'est le Lean. Et en fin de vie, le Six Sigma, le cycle en V, c'est très bien. Et ça boucle. Alors maintenant, pour passer à l'échelle. En fait, un produit qui commence à durer, ce n'est pas qu'une seule chose, en fait. Ce n'est pas qu'un seul composant, ce n'est pas qu'un seul service. Par exemple, si on parle encore de Spotify aujourd'hui, c'est parce qu'ils ne font pas que de l'écoute de musique. S'ils continuent à exister, c'est parce qu'en fait, ils ont rajouté d'autres services à côté. Ils ont sauté sur d'autres vagues qui ont permis à leurs produits de continuer à exister. Donc, c'est là où des choses comme la cartographie de Wardley sont intéressantes pour essayer justement de cartographier tous les composants et les services qu'on a. Donc, cette carte, elle se lit. C'est une vraie carte, c'est-à-dire que la position a un sens. De haut en bas, nous avons ce qui est le plus visible vers ce qui est moins visible d'un utilisateur. De gauche à droite, nous avons nos différentes phases que Rogers avait stipulées. Nous avons la partie genèse, la partie qu'on appelle fait maison, une partie produit et une partie commodité. Et donc les composants souvent évoluent de gauche à droite, généralement, et des nouveaux services se construisent par-dessus. Ici, nous avons par exemple une salle de thé, un salon de thé, pardon. Qu'est-ce qu'ils offrent comme service? Une tasse de thé. De quoi ils ont besoin? D'une tasse, du thé et de l'eau chaude. Okay, et pour avoir de l'eau chaude, il me faut de l'eau et il me faut une bouilloire. Et pour que le bouilloire fonctionne, il me faut du courant. Et tous ces composants-là, en fait, ils sont à des phases différentes du cycle de vie. Ce qui est rigolo, c'est qu'on voit qu'ils ont des bouilloires sur mesure. Est-ce que c'est vraiment intéressant pour qu'un salon de thé ait des bouilloires sur mesure? Je ne sais pas si c'est ça leur différenciateur. Donc en fait, un des conseils qu'on pourrait leur faire, c'est de faire évoluer leur bouilloire et qu'ils prennent quelque chose qui est plutôt sur l'étagère. Si on veut être résilient, il va falloir qu'on ait
plusieurs composants, qu'on saute sur plusieurs vagues, et qu'en fait, qu'on ait des équipes qui soient à des phases du produit différents, et du coup qui ont des approches différentes. C'est pas une seule chose pour toute l'entreprise. Alors je vois beaucoup d'entreprises qui sortent leur framework agile maison. C'est très bien, mais il ne faut pas mettre ça à toutes les équipes, parce que toutes les équipes ne sont pas sur des choses qui nécessitent de l'agilité. Il y en a qui ont besoin de plus de R&D, d'autres qui ont besoin de plus de cycles en V, de plus de réglages, d'affinage. Je passe pour conclure. Alors, juste avant, je voudrais dire que rappeler tout ça, c'est complexe. C'est-à-dire que ce n'est pas au top management de décider toutes ces choses-là, de décider quelles sont les équipes, dans quelle phase ils sont. C'est pas non plus seulement les équipes de terrain. En fait, c'est tout le monde. C'est le collectif qui a besoin de faire sens de tout ça ensemble. Donc, il faut se dire que ça ne va pas être mécanique. Il va falloir essayer de trouver tous ces signes, essayer de trouver qui voit le gorille, pouvoir faire sens et essayer de construire ensemble quelque chose qui est cohérent. Et enfin, si vous voulez avoir un produit qui s'inscrit dans la longévité, qui réussisse, il faut essayer de voir ça comme une tapisserie de courbes flexueuses différentes, de différentes courbes d'adoption, qui sont produites par un écosystème d'équipes cohérentes. Donc je répète, un produit, c'est une tapisserie de courbes flexueuses produites par un écosystème d'équipes cohérentes. Merci beaucoup de votre écoute.